à ne pas chercher de travail. Les démocrates, eux, veulent que ces $600 par semaine soient maintenus intégralement jusqu'à ce que la pandémie se stabilise et l'activité reprenne. Et c'est loin d'être le cas. La semaine dernière, 1 043 000 nouvelles personnes se sont inscrites au chômage aux États-Unis. Ariane Gafuri, la France, elle a connu au printemps le plus fort recul de son activité depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Le ministre de l'économie indique que le plan de relance de l'économie française d'un montant de 100 milliards d'euros sera présenté le 25 août et non le 24 comme prévu initialement. Et s'agissant des graves difficultés que connaît Air France, Bruno Le Maire déclare que l'État fera tout ce qui est nécessaire pour permettre à la France de conserver sa compagnie nationale. Économie toujours, le rachat du groupe canadien Bombardier Transport par le français Alstom approuvé sous condition par la Commission européenne. Alstom a présenté des engagements à la Commission, gardienne de la concurrence en Europe. Le nouvel ensemble doit donner naissance à un géant mondial du transport ferroviaire. Un coup d'œil à la bourse fin de semaine et fin du mois de juillet en baisse à Paris. L'indice CAC 40 a cédé 1,4%. La Russie réclame à Minsk la libération de 33 Russes arrêtés en Biélorussie. Ils sont accusés d'avoir organisé des émeutes à quelques jours de la présidentielle. Le président Loukachenko briguait un 6e mandat, mais il connaît une campagne particulièrement difficile. Hier soir, des dizaines de milliers de partisans de la principale candidate de l'opposition ont participé à un grand rassemblement à Minsk. Enfin, en Formule 1, le Grand Prix de Grande-Bretagne, ce week-end sur le circuit de Silverstone. Au sein de l'écurie Racing Point, le pilote mexicain Sergio Pérez ne prendra pas part au départ. Il a été testé positif au coronavirus. C'est l'Allemand Nico Hülkenberg qui le remplacera. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir écouté. Religion du monde, Geneviève Delrue. La basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, que Mustafa Kemal dit Atatürk avait transformée en musée en 1934, est redevenue une mosquée. Que recherche le président turc ? Pour Christian Makarian, essayiste, spécialiste de géopolitique, Erdogan veut devenir l'Atatürk de la Turquie de 2020, mais en version islamique. Religion du monde, Geneviève Delrue. Dimanche, à partir de 9h10 TU. RFI. Radio Foot International, Marie-Amélie Motte. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Sports. Comme tous les vendredis, vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook de Radio Foot. Il fait chaud aujourd'hui à Paris, il fera encore très chaud ce soir au Stade de France. Finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Affiche de rêve entre deux clubs européens, deux clubs rivaux aussi. Paris doit composer sans Kylian Mbappé, tandis que Lyon peut sauver sa saison en cas de victoire. On va passer en revue tous les enjeux de cette 26e et dernière finale de la Coupe de la Ligue. Direction l'Angleterre ensuite, où se jouera une autre finale demain, celle de la Cup, Arsenal-Chelsea, derby londonien entre deux vainqueurs historiques de la compétition. On parlera notamment du duel qui s'annonce entre les deux attaquants Pierre-Emerick Aubameyang et Olivier Giroud. Et enfin, l'Italie pour terminer, dernière journée de Serie A ce week-end. Peu d'enjeux, mais un objectif, celui de l'attaquant de la Lazio Rome, Ciro Immobile. Il pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire du championnat sur une saison. Du côté de la Juve, Maurizio Sarri a encore essuyé pas mal de critiques cette semaine. On en parlera en fin d'émission. Chers auditeurs fidèles au Café des Sports, ne soyez pas trop déçus. Rémi Ngono est absent aujourd'hui, mais vous ne perdez pas au change, puisque Patrick Juillard vient jouer le Super Sub. Bonjour Patrick et Bonjour merci de nous rejoindre dans le Café des Sports. Merci de m'accueillir. Xavier Barré, vous êtes content de changer de contradicteur ? Ouais, j'ai des débats aussi avec Patrick Juillard, donc pour moi c'est du même niveau, hein, mais bon, c'est toujours un regret que Rémi Ngono ne soit pas là, on a nos petites habitudes. Et enfin, notre chef à tous est également présent. Bonjour Alejandro Valente. Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous. Allez, Radio Foot, c'est parti. Et le PSG se retrouve au Stade de France. Le goal donné, le chef 3 étoiles de Lyon ce soir, c'est lui. Les Parisiens ont continué à jouer. Ils sont fous les Lyonnais. Le fils de Paille qui va rentrer, qui est de la frappe. Quel but! Oh, quel but! De la frappe. Et l'égalisation parisienne immédiate signée Kylian Mbappé. Mbappé qui reste au sol. Les Lyonnais assommés, réduits à 10. Voilà l'homme providentiel du Paris Saint-Germain. Terrible pour l'Olympique Lyonnais.
26e et dernière finale de la Coupe de la Ligue, donc ce soir au Stade de France. Pas plus de 5000 spectateurs attendus, c'est la règle désormais. Christophe Jousset et Olivier Pron vous feront vivre cette rencontre en direct et en intégralité sur RFI. Prise d'antenne à 19h en temps universel, coup d'envoi 10 minutes plus tard. Et à la fin du match, aux alentours de 21h TU environ, je vous retrouverai donc dans Radio Foot pour débriefer ce Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. Très belle affiche en perspective entre ces deux clubs majeurs du football français, peut-être les deux plus importants ces dernières années. Messieurs, est-ce qu'on aurait pu rêver d'une plus belle finale ? Non, je pense que c'est une finale qui servira un peu d'épitaphe magnifique pour une compétition qui a eu beaucoup de mal à trouver sa place et qui finalement va la perdre, du moins provisoirement. Peut-être qu'elle renaîtra, mais en tout cas, elle va la perdre. Donc oui, vous l'avez dit, l'Olympique Lyonnais, c'est le grand club des années 2000. Et le PSG, c'est le grand club de la décennie écoulée. En termes de palmarès et en termes de présence dans l'histoire du foot français, et notamment à travers la Ligue des Champions, ce sont les deux clubs les plus réguliers. Après, par contre, sur l'épreuve en elle-même, le PSG a un net ascendant sur l'Olympique Lyonnais. Le PSG, c'est le club qui a le plus souvent remporté cette épreuve, dont la finale se jouait au début de cette épreuve dans son stade, au Parc des Princes. L'Olympique Lyonnais est plutôt un club qui a été malchanceux ou battu souvent, 4 fois, je crois, en finale. Donc la balance va peut-être légèrement se rééquilibrer si l'OL fait l'exploit ce soir. Ouais, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus l'importance qu'il y a eu pour Lyon dans l'histoire de Lyon, et dans l'histoire du Lyon moderne, l'histoire du Lyon récent, de cette Coupe de la Ligue, parce que lorsqu'ils la remportent, la seule fois où ils la gagnent, c'est le déclic qui leur permet de mettre un trophée au palmarès. C'est leur premier succès. Donc derrière, ils enchaînent avec 7 titres de champion. Mais le déclic, celui qui fait que ce club en reconstruction, à partir du rachat en D2, il faut le rappeler, par Jean-Michel Aulas à l'époque, au milieu des années 80, donc la montée en Division 1, les places d'honneur, les qualifications européennes, et puis le déclic, donc cette Coupe de la Ligue donc en 2001, gagnée au Stade de France, avec Sonny Anderson qui amène ce but du Suisse Patrick Muller contre Monaco, donc contre le club qu'il avait révélé en France. Donc il y a toute une légende, j'allais dire, toute une dramaturgie autour de cette première finale, cette unique finale de Coupe de la Ligue gagnée par Lyon. Donc je pense qu'ils vont absolument mettre un point d'honneur à finir, peut-être à l'accrocher au palmarès. D'autant plus, on sait que l'enjeu, c'est aussi une place européenne pour eux la saison prochaine. Alors, on l'a un peu entendu sur le mix de Laurent Salerno. Les derniers PSG Lyon ont parfois donné des matchs explosifs, accrochés, avec beaucoup de buts et beaucoup de fautes aussi. Finalement, est-ce qu'un PSG-OL aujourd'hui n'est pas plus alléchant qu'un PSG-Marseille ou un Lyon-Saint-Etienne ? En partie oui, en partie non. Disons que pour moi, le PSG-Marseille, ça garde quand même une saveur toute particulière. Et les Lyon-Saint-Etienne, c'est aussi des classiques historiques qui ne se démodent jamais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, PSG-Lyon a une saveur particulière, d'autant plus que ce sont deux clubs qui sont encore en course en Ligue des Champions. Donc cette finale a une saveur particulière parce qu'elle est à la fois une finale en elle-même et une répétition pour les matchs à venir, que ce soit pour Lyon ou pour le PSG. Oui, la rivalité qui a émergé ces dernières années dans le foot français, c'est plutôt entre les deux Olympiques, c'est entre l'OL et l'OM qui sont un peu les deux clubs qui essayent d'être un peu les challengers du PSG. Ils savent très bien au fond d'eux-mêmes que l'écart financier maintenant qui s'est creusé entre eux et le Paris Saint-Germain qatari est devenu insurmontable. Oui, donc sur le plan sportif, c'est la vraie rivalité. Oui, mais sur le plan sportif, Lyon a plus battu ces dernières années Paris que Marseille. C'est la seule équipe qui est capable de battre le PSG à la régulière. Je tentais de dire de temps en temps, ils ont un accrochage à Reims ou ailleurs, ou à Dijon. Mais la seule équipe qui, sur le papier, au cours de matchs attendus, a pu battre le PSG ces dernières années, c'est Lyon. Alors les 3 dernières saisons en Ligue 1, 4 victoires parisiennes pour 2 lyonnaises, 20 buts en 6 matchs. C'est une belle moyenne. Oui, non, mais alors après, il faut rappeler aussi les scénarios des différents matchs. Parce qu'effectivement, il y a eu des 5-0 et encore le dernier, ça finit à 5-1. Mais ça bascule quand ? Ça bascule quand Lyon se retrouve à 10.
Parce que sinon, il y a match nul. Oui, dans le contenu, donc, c'était un résultat flatteur pour le PSG. Absolument, il n'y a jamais 5 buts d'écart entre les deux. Et même quand ils gagnent, avec Mbappé qui fait un festival, un quadruplé, je crois. C'est le 5-0, c'est le quadruplé de Kylian Mbappé en septembre 2018. Alors ça, il y avait eu 2 rouges de chaque côté. Oui, voilà. tout à fait. Mais je pensais à la dernière confrontation, mais on va y revenir en demi-finale de Coupe de France, où là, il y a aussi 5 buts pour le PSG. À chaque fois, ces buts, il les empile, le PSG, dans le dernier quart d'heure, quand l'adversaire est en infériorité numérique. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait ce vrai choc du football français entre les deux meilleurs clubs des 20 dernières années, avec des équipes qui vont jouer à 11 contre 11. Parce qu'effectivement, quand Lyon, et Lyon, lors de ses derniers matchs, a toujours joué de façon extrêmement généreuse, extrêmement agressive, et ben quand Lyon se retrouve en infériorité numérique face au PSG, après, c'est plus jouable. Mais quand ils sont à 11 contre 11, ils font le match, ils font égalité. Donc, moi, contrairement à ceux qui évoquent le PSG-OM ou les autres, pour moi c'était les deux Olympiques, le vrai choc, la vraie rivalité. Le vrai choc, c'est pour les supporters. Non, mais Patrick Juillard, tu fais pas un choc entre le deuxième et le troisième. C'est un match intéressant, mais le sommet du football, c'est entre les deux meilleurs, dont le meilleur et son challenger. Les Lyonnais ont plus envie de battre les Parisiens que les Marseillais. Pas forcément. Non. Moi, pour parler à beaucoup de gens, puis je vais souvent dans les deux villes, le vrai choc qui polarise les supporters, qui suscite l'attention et qui suscite aussi beaucoup de passes d'armes entre les présidents des clubs, aujourd'hui, c'est plutôt OL-OM que PSG-OL ou PSG-OM. Regardez l'équipe dans les jours qui précèdent ces matchs, il y a beaucoup de déclarations, il y a beaucoup de prises de bec. C'est un petit peu plus feutré et polissé entre Nasser Al-Khelaifi et Aulas ou Hérault qu'entre Hérault et Aulas. Oui, il suffit de vérifier. L'élément polarisant, c'était la fameuse finale d'Europa League qui se jouait au stade au Parc OL entre l'Atlético Madrid et l'OM, où les supporters lyonnais étaient déchaînés contre ceux de l'OM avant le match. Donc c'est quelque chose d'important. Si j'en crois les messages qui arrivent sur notre fil Facebook, les auditeurs n'y croient pas beaucoup à une victoire des Lions. Il y a même Abderrahim Ahmad Saleh qui dit: j'aime beaucoup cette équipe, mais même contre Amiens, je pense que l'OL ne remporterait pas cette Coupe de la Ligue. Non, je pense qu'il a tort. La dernière opposition entre Paris et Lyon, Xavier, vous en parliez, c'était le 4 mars dernier, demi-finale de la Coupe de France au Groupama Stadium. Pour le coup, il n'y avait pas eu photo, victoire 5-1 du PSG, avec l'expulsion de Marsal, c'est vrai, côté lyonnais, et le triplé, encore une fois, de Kylian Mbappé. Si on repart presque 5 mois en arrière, Alejandro, est-ce que vous diriez que l'affiche était beaucoup plus déséquilibrée à ce moment-là qu'aujourd'hui ? La preuve, c'est qu'au mois de mars, juste avant le Covid, Lyon avait perdu très largement 5-1, je crois, face au PSG. Aujourd'hui, Lyon a récupéré quand même quelques-uns de ses joueurs phares, dont Depay. Et je pense que ça équilibre un peu les choses, d'autant plus que le PSG, entre-temps, a perdu Mbappé. Donc, effectivement, je ne dis pas que c'est une affiche équilibrée, mais c'est plus équilibré qu'il y a quelques mois. Mais pourtant, quand on regarde les compos du match... je ne suis pas d'accord avec le préfet. Hein. Non, mais on se dit que les compos ne devraient pas être très différentes ce soir, notamment du côté lyonnais, parce que hormis Lucas Touzard, qui est parti à Berlin, et Toko Ekambi, sauf surprise, qui ne devrait pas être titulaire, en défense, par exemple, on va retrouver les trois, Marcelo Denayer, Marsal et Moussa Dembélé devant. Finalement, il n'y a pas tant de changements que ça. Bon, il y a le retour de Memphis Depay. Le retour de Memphis Depay et de Jeffrey Adélaïde, c'est quand même deux atouts importants pour l'Olympique lyonnais, qui leur ont terriblement manqué à l'automne. C'est ce que j'ai dit, hein. Alors, on est d'accord. Non, mais c'est des atouts extrêmement importants. Quand notre auditeur dit Lyon n'a aucune chance, non, Lyon, encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais Lyon en championnat, jusqu'à la 61e minute, il y a un partout. En demi-finale de la Coupe de France au mois de mars, il y a un partout. C'est quand le PSG se retrouve en supériorité numérique, avec un penalty de Neymar en plus et le carton rouge donc pour Marsal, que le match bascule. Et alors là, ça finit 5-1, mais pendant une heure, c'est un partout. Et à ce moment-là, Lyon n'avait ni Memphis Depay, ni Jeffrey Adélaïde. Donc aujourd'hui, Rudy Garcia, avec ses deux atouts offensifs en plus, et donc 11 joueurs au départ en pleine condition physique, moi je vois pas pourquoi il serait battu d'avance. Sur ça, je suis d'accord. Rudy Garcia a plus de choix, donc forcément ça rehausse un peu les chances de Lyon. Le PSG est affaibli non seulement par l'indisponibilité de Mbappé, mais aussi par ses problèmes sur les côtés défensifs, où il a beaucoup de mal à trouver
soit parce que les joueurs sont blessés, soit parce qu'il n'a pas encore recruté. Il a beaucoup de mal à trouver des joueurs à la hauteur du reste de l'effectif. Donc on devrait avoir peut-être Bakker d'un côté et Dagba de l'autre, peut-être, ou encore une autre formule, parce que Dagba est incertain. Donc ça va être compliqué à gérer. Ensuite, je pense qu'il y a un élément qui joue en faveur de l'OL, c'est que c'est la première finale qui joue. Le PSG a déjà joué une finale la semaine dernière, l'a déjà emportée. C'est un petit peu fait rentrer dedans physiquement. Ils ont tous les deux des échéances européennes qui approchent, mais je pense que le PSG va vouloir un petit peu mettre le pied sur le frein sur ce match. Alors justement, Patrick, vous évoquez le match de la semaine dernière. On espère que celui de ce soir sera un peu plus emballant que cette triste finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne. Écoutez ce qu'en disent Rudy Garcia et Marco Verratti. L'entraîneur lyonnais et le milieu parisien ont affiché leur motivation et leur enthousiasme hier en conférence de presse. C'est une formidable opportunité de gagner un trophée, surtout cette finale. Puis ça fait trop longtemps que l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné un trophée, 2012 je crois. Donc il faut absolument croquer à pleines dents dans cette opportunité et ramener le trophée à Lyon. Il n'y a que ça qui nous anime, c'est quelque chose de magnifique, même si on sait qu'on sera outsider de cette finale et que le Paris Saint-Germain est une équipe supérieure à la nôtre. C'est mon objectif, relever une finale et on fera de tout pour la remporter. Je suis aussi content qu'on puisse jouer contre Lyon parce que je pense que c'est une équipe très importante dans le foot français. C'est un effectif avec de très bons joueurs et j'espère qu'il sera un joli final. On espère et on essayera de remporter cette match. Montage croisé signé Laurent Salerno, évidemment. Cette finale de la Coupe de la Ligue ne représente pas du tout le même enjeu pour les deux clubs. Commençons par le PSG. Réfé, est-ce que les joueurs de Thomas Tuchel doivent tout donner ce soir ou est-ce que finalement ce n'est qu'une répétition générale avant le quart de finale de C1 contre l'Atalanta Bergame dans 10 jours. C'est à Tuchel d'y répondre. On ne sait pas trop quelle va être son idée dans ce match. Pour moi, la logique voudrait qu'on fasse une répétition du match contre l'Atalanta. Donc, moi, j'imagine que contre l'Atalanta, privé de Di Maria, privé d'Mbappé... Di Maria suspendu. Voilà, Di Maria suspendu. Le PSG va plutôt évoluer en 4-3-3. Donc, je verrais comme quelque chose d'assez logique qu'on fasse ça et que Di Maria ne soit pas nécessairement titulaire ce soir. Après, je ne sais pas si Tuchel va prendre cette option ou pas, mais c'est l'option que moi, personnellement, je privilégierais. Oui, moi aussi, je verrais bien un 4-3-3 avec Neymar à gauche, Icardi dans l'axe et Sarabia à droite. Logiquement, ça tient largement la route et ça peut poser de gros problèmes à l'OL, même sans Di Maria. Surtout que Di Maria, si on s'en tient à une logique un peu d'émulation dans le groupe, vu la finale qu'il a sortie le week-end dernier contre Saint-Etienne, il ne serait pas scandaleux qu'il ne soit pas titulaire parce qu'il a été inexistant, absent des débats. Donc peut-être qu'il s'intéresse plus au match de Ligue des Champions, hein. Alors peut-être à l'opposé, Tuchel peut se dire on va relancer Di Maria parce qu'il me doit une revanche, il doit faire mieux et il peut nous gagner le match en l'absence de Mbappé. Voilà, on sait que Thomas Tuchel a une affection particulière pour entrer le Di Maria. Oui, voilà, mais il ne lui a pas beaucoup rendu la semaine dernière, hein, Di Maria, cette affection-là. Les joueurs du PSG n'ont pas été très bons la semaine dernière en général. Mais certains ont fait leur boulot. Le jeune Bakker sur son côté. Oui, enfin, s'il n'y a que Michel Bakker pour s'extasier sur les performances du PSG. Non, mais il n'a pas du tout brillé. Il n'a pas fait grand-chose. Enfin, c'est lui qui est un peu à l'origine du but, avec son ouverture sur Mbappé. Oui, non, mais après, il y a aussi un élément. Tout le monde est là, et Patrick Juillard le dit. Di Maria est suspendu, donc il ne faut pas le faire jouer pour préparer l'équipe sans lui, pour le prochain match contre l'Atalanta. Mais à ce moment-là, les tours d'après, vous ferez comment ? Vous le laissez aussi sur le banc parce qu'il a été suspendu ? Vous le faites rentrer ? Enfin, bon, le PSG se projette pour la victoire dans cette Ligue des Champions. Donc l'Atalanta... Alors, ils passeront pas, on verra. Mais il faut aussi penser au coup d'après. Donc, laisser Di Maria de côté sous prétexte qu'il n'a pas fait un bon match, une bonne finale de Coupe de France, le laisser de côté de la Coupe de la Ligue, alors qu'il sera suspendu pour le match contre l'Atalanta, je suis pas certain que ce soit un bon. Je ne dis pas les laisser de côté, mais au moins ne pas les titulariser, essayer de partir sur une autre base. Bon, Kylian Mbappé est blessé. Est-ce que c'est Neymar qui doit prendre ses responsabilités particulièrement ? Il les prend ces derniers temps. Il les prend. Donc, il faut continuer à les prendre. Il doit continuer à les prendre, bien sûr. Il a été acheté très cher pour ça. Et ces derniers mois, ces dernières semaines, avant la coupure, et même là encore le week-end dernier en Coupe de France, on ne peut pas dire qu'il les a fui, ses responsabilités. Il a été présent, il est allé au combat. Il n'a pas été ménagé, d'ailleurs, dans les duels. Patrick faisait allusion de la part des Stéphanois. Donc non, je pense que Neymar, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. On peut juste lui dire de continuer. Et en plus, il est revenu très affûté.
alors que ce n'est pas toujours le cas lorsqu'il y a des longues coupures. Hein. Donc là, il est très affûté, il a l'air très déterminé. Et on ne parle plus du tout dans la presse d'éventuels départs. Enfin, les rumeurs ont été totalement éteintes. Je ne sais pas si c'est à cause du Covid ou à cause du fait que le mercato va être beaucoup plus tardif cette année. Mais en tout cas, il a l'air d'être bien, entre guillemets, focus sur ses objectifs avec le PSG, ce qui n'a pas toujours été le cas les précédentes saisons. Et avec un 4-3-3, je pense qu'Icardi pourrait éventuellement être un peu mis à son avantage, alors qu'il avait été aussi un peu inexistant face à Saint-Etienne. C'est Neymar, regardez les derniers matchs. Hein. Vous faisiez allusion à la demi-finale de Coupe de France contre Lyon. C'est lui qui marque le pénalty, qui fait passer le PSG devant alors qu'ils sont à 1-1 après une heure de jeu. Contre Dortmund, c'est lui qui ouvre le score. En huitième de finale, retour de la Ligue des Champions. Et le week-end dernier, contre Saint-Etienne, c'est encore lui qui marque l'unique but de la partie. Donc, ces temps-ci, Neymar, c'est vraiment l'élément numéro 1 au PSG. Mais c'est ce qu'on attendait de lui. Hein. C'est presque normal. Mais il est au rendez-vous. Alors de l'autre côté, Lyon sort d'une saison bien compliquée. Arrivée de Juninho l'été dernier, début catastrophique avec Silvinho. Lyon était 14e après 9 journées. Rudy Garcia a ensuite relancé la machine avec plus ou moins de réussite avant que la saison ne s'arrête à cause de la crise sanitaire. L'OL a terminé 7e du championnat. Messieurs, Lyon peut sauver sa saison ce soir. C'est ce que tous les Lyonnais espèrent, évidemment. Et Lyon a été très pénalisé parce que ces mauvais débuts de saison, avec une saison raccourcie, évidemment, c'était une catastrophe absolue pour les Lyonnais. Donc, ils ont quand même la chance de jouer cette finale. Il faut qu'ils la jouent à fond. C'est vrai que dans une semaine, ils jouent contre la Juventus et qu'ils ont une vraie chance, à mon avis, de réussir quelque chose. Mais il faut d'abord qu'ils se mettent dans le sens de la marche et que ce soir, ils fassent une belle prestation face au PSG. Réfé, est-ce que vous pensez que les Lyonnais devraient se préserver ce soir, justement, au vu du 8e ? Il y a une semaine entre les deux matchs, donc je pense que ce serait absurde de se préserver. Oui. Il faut au contraire qu'ils montrent les meilleurs d'eux-mêmes afin de se mettre en situation de confiance face à une Juventus qui, à mon avis, est très prenable. Absolument, je partage l'avis du Réfé sur Il veut se faire bien voir, Patrick Julien. Maintenant, sur l'OL, je pense que c'était intéressant d'entendre Rudy Garcia. Bon, parfois, c'est de la langue de bois, mais là, je trouvais que ses paroles étaient révélatrices parce qu'il insistait vraiment sur le trophée, aller chercher un trophée, gagner quelque chose, et ça pourrait être le paradoxe. Premier trophée depuis Jusqu'à 2012. présent, l'OL était toujours européen sans jamais gagner de trophée, puisque vous le dites, ils n'ont rien gagné depuis 2012. Là, ça pourrait être l'inverse. L'OL pourrait devenir européen uniquement parce qu'ils ont gagné un trophée, ce qui ne leur arrive plus jamais depuis presque 10 ans. Donc là, ils vont tout jouer sur un match. Il faut qu'ils deviennent une équipe de coupe, alors que c'était plutôt une équipe qui misait sur la régularité des résultats. Ensuite, ils peuvent toujours se dire, si toutefois ils perdent ce soir, qu'il leur reste une chance de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est de remporter l'édition qui va jouer au mois d'août. Là, ça va pas être simple, mais c'est encore possible théoriquement. Mais en plus, moi j'ai très envie de voir Lyon en Ligue Europa, parce qu'on dit souvent et on regrette que les clubs français ne jouent pas à fond la Ligue Europa. Je pense que si Lyon parvient à s'y qualifier, on verra un Lyon très déterminé. Rappelons qu'en dans l'édition 2016-2017, ils l'avaient joué. Ils avaient joué crânement leur chance. Ils avaient échoué face à l'Ajax en demi-finale. En demi, c'était vraiment pas passé à très loin. Chaque fois qu'ils sont en Europa League par défaut, puisque l'objectif de Lyon, ça reste la Ligue des Champions, ils la jouent. C'est vrai. Donc effectivement, moi, je suis d'accord avec El Réfé, parce qu'effectivement, si Lyon doit se contenter de l'Europa League, on sait qu'ils vont la jouer jusqu'au bout, contrairement à d'autres clubs. Parce que Lyon est un club qui a une structure européenne. C'est le problème de la représentation française en Europa League, et on verra ce que fait le Nice de Patrick Juillard cette saison. J'espère qu'ils vont réussir, mais bon, on verra. C'est que souvent, ils ne sont pas armés pour mener la compétition sur 2 ou 3 tableaux. Donc, du coup, l'Europa League, c'est pas très lucratif, c'est une compétition qui est un peu en deçà de la Ligue des Champions, enfin complètement en deçà. Du coup, parfois, ils la laissent filer. Donc là, on sait qu'avec Lyon, il y a cet objectif européen qui est dans l'ADN du club, donc ils la jouent, et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, là, Lyon sort d'une série de matchs amicaux plutôt réussis, 4 victoires, 1 défaite. Le seul point noir un peu du côté de Lyon, et c'est souvent le même, c'est la défense qui pose encore question. Le trio Denayer, Marcelo et Marsal, plutôt inconstant. Elle pose question pour moi à 2 niveaux. D'abord parce que Rudy Garcia semble avoir opté pour un schéma à 3 défenseurs
Et c'est relativement récent, donc il faut voir si ce système a bien été travaillé. Ça, je pense qu'il l'a été, mais sur un match à haute intensité, ils n'en ont pas joué beaucoup lors de leur préparation, c'était quand même plutôt avec Neymar en face. Un peu lent, ça peut changer la donne. Et puis ensuite, ils n'ont pas recruté à ces postes. Il n'y a pas de nouveaux joueurs. Alors c'est vrai que c'est un peu tôt, mais ça reste quand même très vieillissant. Marcelo, c'est un joueur qui met des coups, qui est un joueur très rugueux, qui a un jeu de tête remarquable, mais qui peut parfois un peu disjoncter lorsqu'il est pris de vitesse, et ça lui arrive assez souvent. Denayer est là pour un peu compenser, parce que lui, au contraire, est assez rapide et c'est un bon joueur à la course. Et Marsal, c'est un latéral qui monte pas beaucoup, qui est plutôt un latéral défensif, mais qui n'est pas le leader de la défense. Donc si tout se passe bien, il va faire le boulot. Si l'équipe a des difficultés, c'est pas lui qui va tirer vers le haut. Donc ça risque d'être un peu brinque-ballant si le PSG met beaucoup de vitesse d'entrée. Je trouve un peu sévère Patrick Juillard avec la défense lyonnaise, parce qu'effectivement cet automne, il n'avait pas trouvé sa formule. Bon, on rappelle qu'il y a eu le changement d'entraîneur, les mauvais résultats. Mais contre la Juventus, il joue comment ? Il joue avec cette formule à 3, avec Marcelo, Denayer et Marsal. Et ça marche. Alors, et contre la demi-finale de coupe, contre le PSG, où ils prennent 5-1, il joue comment ? Il joue à 4. Et là, l'exclusion de Marsal déséquilibre complètement le système. Et lors du dernier match de préparation, il joue à nouveau à 3. Et je pense que Rudy Garcia, il va assurer avec ce système en 3-5-2. L'élément qui a favorisé cette nouvelle solidité de l'OL, c'est plutôt Bruno Guimaraes au milieu qui a vraiment protégé cette défense et qui a apporté un socle dans l'entrejeu qu'il n'avait pas, qui était un peu hésitant avant son arrivée. Il a tout changé à ce niveau-là. Et alors, je ne dis pas que ça rentre dans l'analyse, mais ce n'est pas la défense en elle-même pour moi, c'est parce qu'elle est mieux protégée. Oui, ça va se jouer au milieu ce soir. Si Guimaraes et Aouar sont dans un grand soir... Le PSG peut avoir des problèmes. S'ils se font marcher dessus, ça risque de déferler. Avec quand même une incertitude dans ce milieu à Lyon, c'est qu'il n'y a plus Lucas Touzard, auteur du but contre la Juventus. Donc cet équilibre dont parle Patrick Juillard, c'est vrai, Bruno Guimaraes, il amène énormément dans la conservation du ballon, dans la circulation, dans la créativité aussi. C'est un remarquable technicien, il apporte beaucoup. Mais il y avait aussi Touzard pour verrouiller derrière. Bon, Touzard qui a été vendu au Hertha Berlin et qui n'a pas accepté, le club allemand n'a pas accepté qu'on le prolonge de 2 mois, ce qui peut se défendre d'ailleurs. Donc du coup, là, il y a quand même une incertitude sur qui va occuper ce poste de sentinelle. Il y aura Guimaraes, il y aura Aouar, ça c'est certain, mais qui sera le troisième ? Est-ce que ce sera Thiago Mendes, qui avait été acheté à Lille l'année dernière et qui était grosse déception de la saison ? Est-ce que ce sera Jean Lucas ? Est-ce que ce sera le jeune Maxime Cacré qui est très bon mais qui n'a pas d'expérience ? Voilà, donc là, je pense que le choix de Rudy Garcia va être déterminant. Réponse tout à l'heure au Stade de France. Maintenant, place à une autre finale, celle de la Cup en Angleterre. Finale incroyable entre Chelsea et Arsenal. Sends Chelsea to the FA Cup final. Because Arsenal win the FA Cup for a 13th time, for a 7th time under Arsene Wenger. Lampard, here is Ashley Cole, kept it alive for Malouda. That's the response of Arsenal. The FA Cup on the first part of the double. Arsenal versus Chelsea. Arsenal-Chelsea, finale de la FA Cup à suivre demain à partir de 16h30 TU. Finale alléchante entre 2 des clubs les plus titrés de la compétition. 13 victoires pour Arsenal, la dernière en 2017, c'est le record. 8 pour Chelsea, 3e du podium de la Cup derrière Manchester United. Avant de parler de la rivalité entre ces 2 clubs londoniens, un mot rapidement sur la Cup qui reste une compétition très prestigieuse en Angleterre et donc très importante pour les 2 clubs. Oui, clairement. De toute façon, c'est la plus ancienne compétition au monde. Donc, elle est regardée dans, je ne sais plus, 150, 160, 180 pays dans le monde. Alors là, la programmation, d'habitude, c'est mi-mai. Là, ce sera début août. C'est tout à fait inhabituel. Mais ça reste un rendez-vous absolument extraordinaire avec tout l'apparat. Alors, malheureusement, le stade de Wembley ne sera pas plein. C'est bien dommage, puisqu'il y a 90 000 places. Mais bon, non, c'est la coupe au monde la plus prestigieuse après les titres de champion.
en fait. Donc, le club qui la remporte, de toute façon, non seulement il sauve sa saison, mais il s'inscrit dans une histoire incroyable. Arsenal-Chelsea, deux rivaux du foot anglais et du foot londonien. Ce sont les deux clubs du nord de Londres. Il y a une détestation cordiale entre les Gunners et les Blues. Oui, c'est pas le derby un peu le plus chaud, puisqu'il y a Arsenal-Tottenham, même si les lignes évoluent à Londres, parce qu'il y a des clubs qui ont des hauts et des bas, et parfois il y a des derbys qui prennent les dessus sur d'autres. Mais c'est vrai que c'est surtout une finale très inattendue, parce qu'on s'attendait plutôt à une finale 100% Manchester. Les deux équipes en forme étaient City et United, et finalement les Alliades et la lutte pour les premières places en Première Ligue ont peut-être joué et fait qu'on a cette finale entre Arsenal et Chelsea. Alors Chelsea, déjà qualifié pour disputer la Ligue des Champions, a l'esprit peut-être un peu plus libéré, mais ils ont quand même un rendez-vous à Munich la semaine prochaine, très compliqué, mais un rendez-vous quand même. Et Arsenal, par contre, a une occasion fantastique de mettre Arteta dans les meilleures conditions possibles. C'est un jeune entraîneur qui essaye de relancer cette équipe et qui doit se battre contre une défense incertaine et contre le sort, parce que parfois ils ont été un peu malchanceux. Donc c'est vrai, c'est un match extrêmement intéressant. Alors la dernière fois qu'ils se sont rencontrés en Cup, c'était aussi lors de la finale en 2017, victoire 2-1 des Gunners. Donc cette année, Alejandro Valente vient de parfaitement l'expliquer. Chelsea et Arsenal ont vécu 2 saisons bien différentes. Avantage aux Blues demain ? Pas forcément. Pas forcément, parce que Arsenal doit vraiment sauver sa saison. Les Blues, elle est plutôt réussie déjà, donc la pression est moindre, et les Blues ont des objectifs à venir encore au niveau européen plus importants que ceux d'Arsenal. Donc je pense qu'ils sont peut-être moins focus sur cette finale. Arsenal doit vraiment aussi garder son statut d'équipe habituée de cette Cup, puisqu'ils en ont gagné 6 en 15 ans. Enfin, entre 2002 et 2017, ils en ont gagné 6. C'est beaucoup. C'est presque une tous les 2 ans et demi. Donc voilà, c'est une équipe qui est habituée, qui a un statut à défendre. Et moi, je pense que c'était du temps d'Arsène Wenger. Oui. Parce que là, Arsenal sort de sa pire saison depuis 25 ans. C'est catastrophique. Ce qu'on vient de dire sur Lyon, et s'applique un peu à Arsenal, s'ils ne remportent pas cette coupe, ils ne seront pas européens. Oui. Et ce sera la première fois depuis une éternité. Oui, et c'est pour ça que je pense que la finale est plus importante pour Arsenal que pour Chelsea. Alors là, on est d'accord. Après, il faut l'enjeu avec Rémi Juillard. Non, j'ai pas de proverbe. Je n'ai jamais entendu dire autant de fois que vous étiez d'accord dans un café des sports. Non, mais après, moi, sur le plan du jeu, j'ai l'impression de voir un peu une finale à front renversé, c'est-à-dire que Chelsea, qui était plutôt un club bling-bling, habitué à prendre des stars très chères, à avoir des équipes un peu de tour de Babel avec beaucoup de joueurs, sauf des Anglais. Là, au contraire, pour des raisons conjoncturelles, Lampard a été obligé de reconstruire avec pas mal de jeunes joueurs anglais de talent. Ça rappelle un peu le Arsenal du début de l'ère Wenger, alors que le Arsenal d'Arteta est une équipe qui est... On voit que l'entraîneur a des idées, mais il n'a pas encore un effectif à sa main. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore pu constituer l'effectif selon les idées qu'il veut défendre sur le terrain. Donc, c'est une équipe un peu hybride avec des joueurs qui ont beaucoup à prouver, pas seulement pour leur avenir à Arsenal, mais pour leur avenir personnel, parce que certains savent déjà que Arteta compte pas sur eux à long terme. Oui, mais la façon dont il a maîtrisé la demi-finale contre Manchester City, c'était mais plutôt... ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Ce que je dis, c'est que ça peut être une équipe qui se transcende pour la circonstance. Mais ça ne voudra pas dire qu'il va construire durablement avec les joueurs de cette saison-là. Alors, en parlant de joueurs, parlons maintenant du duel de buteurs qui s'annonce entre Pierre-Emerick Aubameyang et Olivier Giroud. Le Gabonais de 31 ans, auteur de 22 buts cette saison en championnat, toujours aussi indispensable à Arsenal, qui aimerait vraiment le conserver cet été, forcément. Alors, une victoire lui donnerait-elle envie de rester chez les Gunners ? La réponse de son entraîneur, Mikel Arteta. Absolument, cela fait partie de tout ce qu'un joueur a envie de vivre. Gagner un tel trophée, être vraiment à y croire. On se dit, waouh, je vais vivre encore des moments comme celui-là. Si vous portez le brassard et vous êtes capable de soulever cette coupe, ce sera un grand moment. Et ça va nous aider, c'est sûr. Aubameyang qui aura l'occasion de remporter son premier titre avec Arsenal demain, et donc peut-être le dernier. Ce sera l'arme numéro 1 des Gunners contre Chelsea. Clairement.
Clairement, on l'a vu en demi-finale encore où il a été très bon. Mais Aubameyang, c'est un élément effectivement de poids dans un effectif où il y a de la qualité. Le gros problème de Emery cette saison, c'est qu'il n'a pas réussi à faire jouer ensemble des joueurs qui ont cette qualité. Et Arteta, notamment lors de la demi-finale, mais même depuis sur la fin de saison, il a fait des choix, il a tranché. Il a notamment privilégié la jeunesse. Alors effectivement, il y a un manque d'expérience et sur une finale, ça peut être quand même ennuyeux. Mais après, la qualité d'Aubameyang, lorsqu'il est bien servi, bien entouré, elle s'exprime, elle doit s'exprimer normalement dans quel que soit le contexte. Et moi, je ne suis pas si sûr qu'il quitte Arsenal, parce que Arteta l'a dit et répété même, il compte sur lui pour l'avenir et il parle même d'une prolongation. Donc, qu'Aubameyang aille voir ailleurs alors qu'il y a un club en reconstruction en s'appuyant sur lui, je ne suis pas certain. Répé ? Oui, je pense que, en tout cas, la victoire serait un argument. Je pense que Arteta a raison, serait un argument de poids pour essayer de garder Aubameyang. Cela dit, Aubameyang est extraordinaire, mais je trouve que Giroud, depuis la reprise, est vraiment sur une lancée exceptionnelle et qu'il tient tout à fait la distance. Il est sur une meilleure dynamique, ouais. Il y a quelques mois, on aurait dit il n'y a pas photo. Aujourd'hui, il y a photo. Même Giroud, je crois qu'il a marqué un but de plus que Aubameyang depuis la reprise. Tout à fait. Il a l'occasion de rentrer dans l'histoire de la Cup demain en la remportant pour la 5e fois. C'était ma prochaine question. Est-ce que Giroud est encore plus menaçant qu'Aubameyang en ce moment ? J'ai un peu de mal à répondre. C'est-à-dire que Giroud, il est parti du néant. Son début de saison, l'automne, l'hiver, c'était le néant. Donc forcément, maintenant, on le voit marquer régulièrement. Mais c'est vrai qu'il ne jouait pas non plus. Mais d'accord. Mais il ne jouait pas. Il y avait des raisons pour lesquelles il ne jouait pas. L'équipe tournait bien sans lui. Il est revenu, mais il est habitué à ça, Olivier Giroud. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais, qui est quelqu'un qui ne fait pas de vagues, qui ne va jamais aller faire des déclarations incendiaires contre son entraîneur, qui s'accroche et qui répond présent. Mais ce n'est pas pour moi le joueur qui va vous gagner un match à lui tout seul, comme peut le faire un Neymar, comme peut le faire un autre joueur. Comme peut le faire Pierre-Emerick Aubameyang. Alors Pierre-Emerick Aubameyang, je trouve que c'est un petit peu au-dessus. C'est-à-dire qu'il a une qualité de vitesse que Giroud n'a pas et qui est quand même importante, surtout quand ça joue sur un seul match. C'est plus quelqu'un qui a le profil sur un bon jour de tirer son équipe vers le haut. Giroud, c'est plus un soldat. C'est pas péjoratif de dire ça, mais bon, après, peut-être que je vais me tromper et que demain, Giroud mettra un doublé et que Chelsea gagnera grâce à lui. Mais c'est pas une science exacte, c'est pas une science du tout. Mais et Aubameyang, en plus, c'est un vrai enjeu pour lui. Alors, vous dites, s'il gagne, c'est un argument de plus. C'est à double tranchant parce qu'il peut très bien se dire, j'ai maintenant gagné un trophée avec Arsenal. Si j'ai une offre ailleurs, je partirai sur une bonne note et ce sera peut-être le moment de partir. Maintenant, le marché risque d'être un peu contraint par le coronavirus. Les finances des gros clubs risquent d'être un peu serrées. C'est pas dit qu'un club puisse mettre la somme requise pour s'attacher ses services. Aubameyang, je pense que c'est pas moins, vu son âge, ça doit être entre 60 et 80 millions. Qui va pouvoir payer ça ? À mon avis, ça ne va pas être simple. Après, les performances de Giroud et d'Aubameyang vont dépendre aussi des performances des défenseurs en face. Oui. Si David Luiz est dans un bon jour, c'est qu'il lui arrive de plus en plus rarement. Il pourrait éventuellement contrarier Giroud. Et en face, à Chelsea, il y a des choix à faire. Il y a des flottements aussi. Kepa n'est pas du tout assuré de jouer cette finale. Caballero va peut-être le remplacer. Ça pourrait quand même mettre le feu derrière. Allez, Arsenal-Chelsea, c'est donc demain, finale de la FA Cup à 16h30 TU. Et nous, on part en Italie pour terminer. È stata una stagione strana per tutti, però la Juventus ha meritato, è sempre stata lì, ha sempre inseguito, è sempre stata davanti, qualche volta. Dernière journée de Serie A ce week-end avec 5 matchs demain et 5 dimanche. Bon, il n'y a plus vraiment d'enjeu. La Juve est déjà sacrée championne. L'Inter Milan, l'Atalanta Bergame et la Lazio Rome sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. L'AS Rome et l'AC Milan disputeront la Ligue Europa. En bas, la dernière place de la relégation va se jouer entre le Genoa et Lecce. 1 point d'écart entre le 17e et le 18e. Finalement, c'est surtout le prestige de la deuxième place qui se joue ce week-end. Pour l'instant, l'Inter est deuxième, 79 points, devant l'Atalanta et la Lazio, 78 points. Bergame se déplace à Milan demain soir. Ce match va valoir très cher.
Absolument, oui. Bergame, après, les équipes sont dans des dynamiques différentes. Disons que la Lazio a une fin en soi en cette deuxième place, alors que l'Atalanta, on le sait, a un rendez-vous extrêmement important dans une dizaine de jours face au PSG. Donc, ils vont sans doute avoir ça en tête. C'est peut-être moins important pour eux de se battre pour le prestige de la deuxième place. Et l'Inter, qui est toujours en course en Ligue Europa, en revanche, aura quand même envie de marquer le coup et de profiter de son avantage pour asseoir cette place de dauphin. Patrick Juillard. Oui, je partage aussi cette analyse. Bon, l'Atalanta, on les a vus piocher pas mal sur ces derniers matchs. Mais est-ce qu'ils piochent parce qu'ils gèrent aussi en fonction de leurs futurs objectifs européens, ou est-ce qu'ils piochent parce que l'équipe est vraiment dans le dur? C'est une vraie question. Il y a quand même le match de la Lazio, c'est contre le Napoli, je crois. Ouais. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que le Napoli a raté sa saison. Alors, pas totalement, puisqu'ils ont gagné la Coupe d'Italie. Donc, à ce titre, ils sont déjà qualifiés aussi pour une Coupe d'Europe. Mais le Napoli va vouloir bien finir à domicile. Va pas vouloir finir contre une défaite face à la Lazio. Ça, c'est pas dans le style de la maison. Ils veulent ouvrir déjà une nouvelle page avec cette dernière journée. Donc la Lazio devrait se méfier. Et Immobilier, qui veut encore augmenter son nombre de buts, il n'aura pas la tâche facile, à mon avis. Et vous me coupez l'herbe sous le pied. Je vous prépare une transition. J'allais dire que tous les regards sont évidemment tournés vers Ciro Immobilier, la Lazio. L'attaquant italien devrait remporter le soulier d'or cette saison. Il a encore marqué, c'était mercredi contre Brescia. Le voici, pas d'orge Immobilier. Cette fois, c'est au fond. Cette fois, il est là, le 35e but du probable futur soulier d'or. 35e but donc. Ciro Immobilier devance Robert Lewandowski et ses 34 buts. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est battre le record de Gonzalo Higuaín. 36 buts en Serie A, c'était lors de la saison 2015-2016 avec Naples. Personne n'a jamais fait mieux. Personne n'a jamais fait mieux et il y a de fortes chances pour qu'il batte ses records. Et profitons de ce sujet il faut qu'il en marque 2. Pour répondre à beaucoup d'auditeurs qui se demandent pourquoi Rémi Ngono n'est pas là. Alors on va dire la vérité. Il avait parié que Cristiano Ronaldo allait passer devant Ciro Immobilier. Et là, il est allé se terrer au fin fond de la France pour éviter d'avoir à donner des explications là-dessus. Parce que Cristiano Ronaldo, qui est resté bloqué à 31 buts après le match contre Cagliari mercredi. On l'a vu très très nerveux en Sardaigne. La Juve a eu un nombre incroyable de tirs au but, mais très peu cadrés. Ça partait dans tous les sens, surtout en tribune, vide d'ailleurs, comme ailleurs. Et donc on voit Cristiano Ronaldo très très nerveux parce qu'il n'a pas ce titre, effectivement. Là, l'écart paraît trop grand pour qu'il rattrape Ciro Immobilier. Il faudrait qu'il marque un quintuplé. On n'est même pas sûr s'il va jouer demain. Sarri dit que Ronaldo a envie de jouer, mais qu'il va réfléchir parce qu'il y a d'autres rendez-vous. Il a aussi dit en conférence de presse, un peu sur un ton un peu ironique, qu'il forçait un peu ses tirs, il pensait beaucoup aux statistiques et qu'il avait parfois un peu tiré quand il aurait peut-être dû faire une passe. Bon. C'est vrai que mais parfois... est-ce que c'était le moment de dire ça Je pense que Sarri est parfois agacé par cette obsession de Cristiano Ronaldo, qui des fois ne joue pas du tout collectif. C'est vrai. Exactement. Il est vraiment dans son rôle de buteur pur et il ne défend pas. Et je pense que Sarri a parfois très envie de le sortir et ne peut pas le faire parce que c'est impossible de sortir Cristiano. Juste, on a fini sur la Lazio. On peut revenir un petit peu sur la Lazio. Parce que moi, on parle de Ciro Immobilier, c'est vrai qu'il marque des buts, c'est incroyable, mais il y a des joueurs autour de lui formidables pour le servir. Parce que s'il n'avait pas les passes de ses joueurs, notamment Milinkovic-Savic et puis également Luis Alberto, qui lui servent caviar sur caviar. Et ce sont des joueurs vraiment qui sont extrêmement précieux pour cette équipe de la Lazio. Et je serais même tenté de dire que Immobilier, et on l'a vu par le passé à Dortmund ou à Séville, il n'a pas réussi à s'imposer. Probablement parce qu'il n'était pas dans les bonnes, il était à l'étranger, c'est vrai, mais pas peut-être dans les bonnes circonstances. Mais que je pense que ce même Immobilier à la Lazio, sans Milinkovic-Savic et sans Luis Alberto, il ne marque pas autant de buts. Ça, c'est sûr. On a hâte de voir la Lazio la saison prochaine en Ligue des Champions. Oui, alors après, la Lazio va être confrontée au problème des équipes un petit peu intermédiaires, comme la Lazio, comme d'autres du championnat, comme le Napoli ou l'Atalanta, c'est qu'elle risque
peut-être d'être dépouillé au mercato, puisqu'il va durer longtemps, de certains joueurs. Et bon, Milinkovic-Savic, donc Xavier souligne à juste titre les qualités immenses. Il ne manquera pas, à mon avis, d'offres. Mais c'est vrai que ce sont des joueurs qui vont coûter cher. Donc peut-être que ça va sauver un petit peu. Le fait qu'ils soient en Ligue des Champions, ça peut les faire rester. Parce que ça fait déjà 2 ans qu'on part du transfert de Milinkovic-Savic. Il est très cher. Et le Paris Saint-Germain a été intéressé. Et pour le moment, personne n'a payé ce que réclame la Lazio. Contrairement au Napoli, la Lazio n'est pas un club qui roule sur l'or. Donc c'est un club qui a quand même besoin de vendre régulièrement. Donc certains pourraient partir. Immobilier, c'est verrouillé, il va rester ? Pourquoi voudriez-vous qu'il parte ? Les rares fois où il est parti, il s'est planté. Donc oui, voilà, c'est ça. Chat échaudé craint l'eau froide. Ça, c'est pas un proverbe africain, mais bientôt. Ah, bah voilà, allez, parce qu'on vous bientôt, attendait. voilà, bientôt. On vous attendait. Patientez avec les cartons, vous serez servi. Eh ben, décidément, Patrick Juard, vous voyez juste, c'est le moment des cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. À vous l'honneur, Patrick. Alors, carton vert pour moi, pour un joueur qui joue avec un maillot jaune, mais donc carton vert, c'est pour Jean-Pierre Nsamé, buteur camerounais des Young Boys Bern, qui a marqué cette saison 30 buts en 30 matchs. Il reste 2 journées à jouer dans le championnat suisse. Et il a déjà égalé le record du joueur camerounais le plus prolifique sur une saison en Europe, qui était détenu par un certain Samuel Eto'o, excusez du peu. Et il a également battu le record du joueur africain le plus prolifique sur une saison en championnat suisse, qui était détenu par l'Ivoirien Sédou Doumbia. Et ça m'a inspiré, enfin ça m'a fait penser à un proverbe africain que je vais vous lire, parce que contrairement à Rémi Ngono, j'ai pas une discothèque de proverbes dans ma tête. C'est pendant que le vieux seau est encore là qu'il faut en fabriquer un neuf. Donc voilà, Jean-Pierre Nsamé a fabriqué un nouveau seau camerounais, alors que Samuel Eto'o était encore là pour assister à ses exploits. Xavier Barré, difficile de passer après ce joli carton. Oui, j'avoue, bravo. Non, moi je vais prouver que je sais être lucide sur certaines situations. Je vais adresser un carton jaune aux Canaries. Parce que je trouve désolant, au Canaries nantais, mon club de cœur, je trouve désolant qu'effectivement le club n'ait pas su gérer avec suffisamment de rigueur la situation sanitaire. Et c'est à Nantes, malheureusement, qu'on a découvert 3 cas de Covid, de contamination, désormais 5 même maintenant, et on se retrouve à 3 semaines du début du championnat avec un club qui va peut-être provoquer le retard d'un championnat qui déjà n'a pas repris. Donc voilà, carton jaune à mes Canaries chéris, reprenez-vous vite pour éviter le rouge. Message envoyé. Alejandro Valente, votre carton. Moi, un carton vert à un autre attaquant italien, Victor Osimhen, qui vraiment affole les statistiques des transferts, puisqu'il devient le joueur africain le plus cher de l'histoire. 81,3 millions d'euros, bonus compris. Et puis, son augmentation salariale est faramineuse. Il passe de 80 000 euros bruts mensuels à peu près 5 millions nets annuels. Donc, évidemment, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et pour être ami de nos auditeurs, je vais donner la parole à Giovanni Michel Kevin Prince Gomis, qui donne un carton rouge à France Football pour avoir annulé les ballons d'or. Voilà. Oui, on va largement partagé par beaucoup de. Pour Victor Osimhen, c'est peut-être l'effet du prix Marc-Vivien Fauet. Je ne crois pas. Je pense que c'est l'effet surtout de ses buts. Bon, le carton de Radio Foot cette semaine, il est vert, forcément vert pour Loïc Perrin. L'emblématique capitaine de Saint-Etienne a annoncé sa retraite hier après 17 saisons passées au club. Il ne faut pas garder en mémoire son dernier match la semaine dernière et son exclusion lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Ce serait quand même un peu triste. Il faudrait plutôt se souvenir de sa fidélité à l'AS Saint-Etienne et sa remarquable carrière en Ligue 1, 470 matchs et la Coupe de la Ligue remportée en 2013. Voilà, c'est un personnage du foot français qui s'en va, un personnage aussi un petit peu de mon enfance. Et je voulais le saluer. Même quand David Finzel est en vacances, il influe le choix des cartons, parce que Marie-Amélie, quand même, carton vert au vert. Oui, et puis c'est bien de saluer les joueurs qui restent toute leur vie fidèles à un seul club. Ils sont très rares dans le foot moderne.
C'est exactement ce que je voulais faire. Et puisqu'on est à court des proverbes africains, et si on a quelques instants, il y a un auditeur qui nous en adresse un, c'est Wanu Tosu, qui au passage donne un carton rouge à Rémi Ngonom pour être absent, et qui dit... Oui, il a raison. Il ferait mieux d'être un cultivateur qu'un journaliste à court d'idées. On lui transmettra. Ah oui, celui-là est très bon. Celui-là est très bon. Avant de se quitter, je voudrais vous rappeler qu'une nouvelle émission débarque en août sur RFI. Ça s'appelle Match Retour. Le service des sports de RFI imagine le foot de demain. Le premier numéro de la série est déjà disponible en ligne sur RFI.fr, la rubrique podcast. Match Retour se jouera aussi sur nos ondes dès demain à 21h10 en temps universel. Notez bien l'horaire, ce sera le même tous les samedis du mois d'août. Bon match retour à tous. Ce soir, je vous le rappelle, donc finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. L'Olympique lyonnais, pardon, excusez-moi. C'est en parlant de Marseille tout le temps, c'est Patrick Juillard qui vous a fait... C'est de ma faute, je vous ai déconcentré, Marianne. Oui, donc finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l'OL. Christophe Jousset et Olivier Pron vont nous faire vivre cette belle soirée à partir de 19h en temps universel. Et donc je vous le rappelle, je vous retrouverai à la fin du match pour tout débriefer en compagnie de Xavier Barré, comme la semaine dernière. Un grand merci à Sarah Loubacouche pour son aide très précieuse à la préparation de cette émission. Grand merci également à Laurent Salerno, notre maestro qui s'occupe de la réalisation. Et puis aussi un grand merci à Thibaut Baduel et à Léo Bernard à la vidéo. J'espère que nos auditeurs aiment nous regarder le vendredi sur le Facebook Live. Et ben voilà, je vous souhaite une très bonne soirée sur RFI. Ça va, le monde. Pascal Paradou. Felwinser a écrit pour le théâtre Trace, un discours aux nations africaines. Mais c'est surtout une adresse à la jeunesse portée par le souffle d'Étienne Minungu. Tournez la face au soleil. Parce que cela fait longtemps que nous nourrissons l'âme et le corps du monde. Ça va le monde. Samedi, à partir de 15h10 TU. RFI. Ce samedi 1er août 2020,